Il faut bien se recentrer sur l'époque, quoi. Années 70, il y a la fin un peu de la photographie d'amateur telle qu'on la connaissait. Il y a des photoclubs qui existent et qui regardaient les photos comme des peintures. C'est-à-dire que pour eux, il y avait des genres traditionnels qui étaient le nu, le portrait, le paysage, tu vois. Et finalement, même quand on faisait des concours et de photos, il fallait présenter les photos, les concours du paysage, les concours du portrait, etc. Bon, c'était très, tu vois, très catalogué. Et donc il y a les photoclubs d'un côté, d'un autre côté il y a la photographie professionnelle dans les années 60 et 70 qui est quand même la photographie publicitaire, la photographie de mode. On parle beaucoup de magazines qui sont créés et qui utilisent la photo de professionnels comme Sieff, comme Bourdin, comme de gens comme ça, qui finalement font une photo en couleur très commerciale. Très commerciale, voilà. Et comme on est dans une époque de l'après et 68, tout ce qui est un peu commercial, tout ce qui est un peu comme ça, et pas très bien vu par une génération de photographes qui a intégré dans leur démarche qu'il faut changer le monde, qu'il faut une société plus juste, que la femme ne doit pas être exploitée et tout. Donc les gens, à l'époque, il y avait un mouvement de contestation, on voulait renverser ceux qui faisaient ce genre de photos. C'était un peu normal, il y avait une espèce de « vous nous laissez pas un espace, on veut conquérir un espace ». Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de magazine pour cette photographie-là. Il n'y avait pas de galerie, il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas de centre et de la photo, il n'y avait aucune institution. Donc il fallait bien... Alors, formellement et tout ça, à quoi et ça ressemblait? Ça partait dans tous les sens. C'est-à-dire, il y avait des gens qui faisaient la photo psychédélique, il y avait des photographes du nouveau reportage, ce qu'on appelait le nouveau reportage, qui était en train de naître avec Viva, tout ça, tu vois, des photographes qui avaient décidé de faire une réflexion sur le monde qui soit un peu différente, de ne pas montrer simplement les grands événements, de montrer des photos des grands événements, et Biafra, Vietnam, etc., mais de s'intéresser au peuple, c'est-à-dire de faire des photos, des portraits de gens, mais de les faire d'une autre façon. Le contexte international à l'époque, évidemment, il y a les pays européens n'ont pas encore connu leur évolution au niveau de la photo, parce qu'en Espagne, il y a le franquisme qui est extrêmement dur. Donc il y a des photographes qui vont commencer à s'exprimer et qui vont un peu travailler contre le franquisme en faisant des images un peu surréalistes, parce que comme ils ne peuvent pas s'exprimer frontalement, ils essaient de contourner, de se moquer du régime et de Franco en faisant des photos surréalistes et tout ça. On retrouve un peu ce mouvement un peu surréaliste en Belgique, en Hollande, c'est-à-dire prendre la photographie pour ne pas en faire un objet objectif, mais tenter de l'amener vers des nouvelles formes et des nouvelles pensées qui sont le surréalisme, l'image est fabriquée, un autre monde qui peut sortir à travers la photo. À cette époque-là, c'était extrêmement dur d'avoir des informations sur ce qui se faisait à l'étranger. Bon, alors, donc, on avait des informations qui nous venaient par le photoclub des 30-40, par exemple, le festival d'Arles, où il y avait eu, je crois que c'est en 1974, un arrivage de photographes américains, Gibson, Krims, etc., qui avaient été montrés. Et effectivement, moi, ces photographes-là représentaient pour moi quelque chose d'énorme, puisque c'était des photographes comme Gibson, Krims, qui avaient créé leur propre maison d'édition. Ne trouvant pas un éditeur, ils avaient dit, ben, nous, on passe à l'action et on s'affirme comme auteur et on fait nos propres livres. Il y avait Cartier-Bresson qui était le maître absolu. Les photographes du nouveau reportage, ils essayaient de partir de ça pour proposer une autre photo. Et il y avait aussi des photographes qui étaient ni des photographes psychédéliques, ni des photographes du nouveau reportage, mais qui étaient des gens qui avaient envie formellement de construire des photos très bien construites, un peu métaphysiques, qui travaillaient sur des moments, qui travaillaient sur une urbanité, qui travaillaient sur des photos très contemplatives, etc. Il y avait beaucoup de photographes et de voyages. Il y avait des photographes qui avaient dit « nous, on veut, un peu sur le modèle de la Beat Génération, partir avec notre appareil photo, on se barre au Mexique, on part dans d'autres pays, parce que nous, on veut vivre d'une manière différente avec la photo. La photo, pour nous, c'est une façon de vivre le monde, une philosophie de la vie. » Après, on avait un autre groupe de photographes, tu veux, qui étaient des minorités, qui essayaient de montrer, évidemment, de mettre à jour leur homosexualité, de montrer un rapport différent avec les gens qui prenaient en photo. Bon, c'est vrai qu'il y
il y avait comme ça un échange entre les modèles, soi-même, etc. Donc c'était plutôt essayer de trouver dans le corps de l'autre, de trouver et son identité. Voilà. Et donc tout ça, ça formait, si tu veux, un mouvement hétéroclite, finalement, mais qui présentait une nouvelle façon d'envisager la photo. Voilà. Et pour que cette photo se formalise, il fallait créer en même temps les moyens de sa diffusion. Donc il fallait créer les magazines qui allaient avec, il fallait créer les bouquins qui allaient avec et les lieux. La photographie à Toulouse, on avait quand même pas mal de chance parce qu'il y avait un photographe, un maître, comme on le disait, qui était une personnalité locale, qui s'appelait Jean Edieuze, qui était un photographe qui avait une certaine aura, à Toulouse du moins, parce qu'à l'époque, il y avait ces photographes qui avaient une boutique, des photographes qui avaient une boutique, qui existaient, qui étaient professionnels, qui travaillaient pour le public, mais aussi qui faisaient des photographies professionnelles. Et Jean Edieuze, sa renommée, elle était quand même au-delà. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé à faire de la photo, tout de suite on m'a dit il faut que tu ailles voir le maître local qui est Jean Edieuze. Jean Edieuze a la gentillesse de me recevoir. J'étais assez impressionné parce qu'il avait une maison avec plein de livres partout, des grands tirages, tout ça, j'étais assez impressionné. Moi je venais avec mes photos psychédéliques, des superpositions que j'avais fait en labo, comme ça, pour montrer un monde un peu surréaliste. Et mais quand même, il m'a dit, bon, c'est pas mal, c'est original, mais enfin, vous devriez quand même, cher ami, parce que j'étais quand même... Il y avait cette notion de bourgeoisie à Toulouse, j'étais une famille connue dans la chaussure, les chaussures Énoré à Toulouse, il m'a dit, vous êtes quand même une grande famille, mais vous devriez quand même étudier l'histoire et de la photo, il y a eu quelques photographes avant vous, et il m'a prêté quelques livres qui m'ont été utiles, voilà. Donc ça, c'est le contexte à Toulouse, et puis finalement, j'envoie comme ça, sur un coup de bluff, j'envoie mes photographies à une revue qui existait à Paris, qui s'appelait Photographies Nouvelles à l'époque. Et j'ai reçu une réponse m'invitant à venir à Paris pour les publier. Voilà. Donc ma première démarche a été de monter à Paris. Et je décide de m'exprimer vraiment avec la photo. Et là, je me rends compte à travers des gens que je rencontre, parce qu'on est jeunes, donc on se rencontre tous, qu'il y avait beaucoup de photographes dans le même cas que moi, qui n'étaient pas tout à fait, qui étaient des professionnels, mais qui étaient aussi des gens qui avaient envie de s'exprimer avec la photo. Et j'ai la chance, alors enfin, je ne vais pas tout raconter, mais de tomber sur Agnès Varda, qui habitait en bas de chez moi, à qui je vais montrer la maquette de mon livre, et elle me dit, écoute, c'est formidable, j'adore un peu ces photos, de la manière dont tu les as mis en page, on dirait un film, donc je suis d'accord pour faire une préface. Voilà. Et moi je suis très heureux, j'ai une maquette de livre, une préface d'Agnès Varda qui était quand même assez connue à l'époque, et je me dis je vais trouver un éditeur. Voilà. Bon, les éditeurs, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait les éditions Duchesne à l'époque, et c'est tout. Delpire ne publiait plus depuis un petit moment, donc voilà. Très vite je me rends compte qu'il n'y a pas d'éditeur, et il me revient en mémoire la photographie américaine et ces photographes qui auto-publiaient leurs livres, et Jean Edieuze qui venait de sortir son livre « Mon aventure avec le Bray », qui était un livre qu'il avait fait à compter d'auteur, qui était absolument extraordinaire au niveau de la réalisation technique. Il était très très bien imprimé, c'était un petit livre grand format. C'est ça aussi, et la nouveauté, c'était qu'avant, dans la photo, il n'y avait que des gros albums. C'était des hommages et respectueux à des maîtres, mais il n'y avait pas encore ces petits objets livres sympathiques qui exprimaient une nouvelle photo. Et le livre de Jean Edieuze était comme ça, c'était un livre de photos, de photographes, voilà. Et je me dis, il faut faire la même chose, quoi. Je vais publier mon propre livre, puisque je ne trouve pas un éditeur. En même temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas suffisant de faire son propre livre et tout ça, mais qu'il fallait aussi, peut-être, qu'il y ait un lieu où tous ces photographes, cette nouvelle photographie naissante, hétéroclite et différente, puissent s'exprimer et qui puissent montrer son travail. Parce qu'à l'époque, ce qui était important, c'est de montrer son travail. C'était pas de gagner de l'argent. Moi qui avais collaboré en Italie à une revue qui s'appelait Progresso Fotografico, est venue tout de suite l'idée, mais pourquoi en France on ne ferait pas un journal? Pas une revue, un journal, un peu un fanzine, en même temps, qui serait fait par nous, qui serait fait d'une façon très très libre. Ma rencontre avec Bernard Eplossu a été importante parce que lui représentait un peu, il était plus âgé que moi, un petit peu. Il avait fait quand même un baroudeur complet qui était parti en Californie, au Mexique, qui avait vécu beaucoup et le mouvement hippie, par exemple. Donc on était quand même assez marqués
par ça à cette époque, mais on s'est retrouvés peut-être une douzaine à la maison, à Montparnasse. J'avais un atelier à Montparnasse. On s'est retrouvés à la maison et on a dit on va créer ce nouveau journal. Il y en a un qui a dit pourquoi on n'appellerait pas ça le petit et daguerrien est libéré, un autre est parti sur... bon voilà, et puis finalement à la fin Contre-jour s'est imposé, je ne sais plus comment. Contre-jour c'est pas mal parce que ça voulait dire contrer la nuit, c'était pour mettre en avant ce dont on ne parlait pas. Il y avait une poésie aussi je pense qui était attachée à Contre-jour, c'était un mot que les poètes et surréalistes avaient pas mal utilisé, donc voilà, on s'est fixé sur Contre-jour, qui effectivement aussi en photo représentait quelque chose. Donc il y avait André Lhote, Carole Nagard, Bernard Perrine, Arnaud Claes, Jean-Claude Gautran, Bernard Plossu, bref, beaucoup de monde. Et on a dit on va sortir ce numéro pour Arles, parce qu'effectivement Arles c'était un moment très fort, on savait que tout le monde se retrouvait à Arles, on a dit ça serait formidable si on sortait ce premier numéro pour Arles. En juillet 1975, on est arrivé, alors il faut savoir qu'à l'époque ce journal était... un grand format comme ça, sur du papier mat, plié en 4 par nous, à la maison, qui n'avait pas d'agrafe, et que c'est nous-mêmes qui l'avons amené dans les FNAC qu'il y avait à l'époque, dans les 2 ou 3 lieux, et on est venu à Arles avec ce numéro, qui a créé effectivement, on peut dire qu'en 1975, un des grands événements du Festival d'Arles, ça a été le lancement de Contre-jour. Le principe de Contre-jour à l'époque, c'était que chaque livre était supporté par une expo. Et ça marchait pas mal, on en vendait 3000, ce qui est quand même, pour l'époque, et sans publicité, c'était quand même pas mal. Moi je sentais bien qu'Arles a eu une importance énorme, parce qu'effectivement, moi j'ai connu par exemple toute la photo américaine et grâce à Arles, j'ai rencontré beaucoup de gens à Arles, mais je trouvais qu'effectivement, au début, c'était un peu... ça manquait un peu de sang neuf, quoi. Et c'est vrai que je pense que l'apport de Contre-jour à Arles a été très important. Finalement, on venait nous dire, bon, Arles, c'est très bien, vous avez montré des très grands photographes qui méritaient de l'être, mais en même temps, il y a une nouvelle photo qui arrive, il faut prendre en considération cette nouvelle photo. Donc finalement, on a, je pense, œuvré pour Arles, et on a œuvré, Arles et nous, pour un renouveau de la photographie française. Ensuite, il y a ce fameux écran brûlé dont on pense que c'est nous, et moi et Gilles Morat, qui avons créé un peu ce truc-là. Eh bien, je tiens à rétablir les faits. Nous sommes allés dîner le soir de la fameuse projection avec Jean-Claude Lemagny, Gilles Morat et moi dans un restaurant d'Arles. Et comme toujours, le repas s'éternise évidemment. On est très bien, c'est à Arles, il fait chaud, on boit un petit coup, tout ça. Et puis on se dit, oh zut alors, on va louper et le début, etc. Donc on se lève. Et on se retrouve avec Gilles Morat, je ne sais pas comment, parce qu'on était un peu quand même un peu bourré. On arrive au pied de l'écran, il y avait une entrée là. On traverse la scène un peu par provocation. Bon, ça je ne dis pas le contraire, mais plutôt pour se marrer en faisant Aldo Machone, tu vois, en marchant comme ça. Et là, évidemment, ce faisant, on se rend compte bien qu'il y a une tension, quoi, parce qu'il y avait des mannequins et sur scène qui se battaient, on se disait c'est quand même bizarre, des mannequins, tout ça, etc. On sentait qu'il y avait des trucs, et au moment où on passe, il y a une bronca qui se lève, je dis mais c'est pas pour nous, c'est pas possible, c'est pas pour nous. Et à ce moment-là, quelqu'un a mis le feu à l'écran d'Arles, et puis on m'a dit qui c'était, je ne m'en souviens plus, mais je crois que c'était quelqu'un de Charleroi, si je ne m'abuse. Comment s'appelle-t-il Perceval. C'est ça Perceval. Hein Perceval. 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 Du musée de Charleroi. Beaucoup de photographes, évidemment, qui ont vu ce livre sortir, m'ont téléphoné en me disant « mais comment tu as fait, c'est formidable, comment on pourrait faire, etc. » Alors je leur disais « vous savez, c'est facile, vous allez voir l'imprimeur, ben oui, mais c'est compliqué. » Bon. Et comme le premier numéro de Contre-jour était sorti et le deuxième, finalement, j'ai dit « bon, ben pourquoi pas ?» Et je me suis trouvé un peu éditeur et malgré moi. Bon, voilà, éditeur malgré moi. Et je dois dire que le fait d'avoir été photographe m'a beaucoup servi, parce que je comprenais les photographes.
Ils avaient une oreille attentive quand ils me parlaient de leurs problèmes, d'impression, qui me disaient on veut mieux, on voudrait que les noirs soient plus noirs, etc. Moi, je comprenais leurs soucis. On ne pouvait pas faire autrement que de les publier. Moi, j'ai senti qu'il y avait une nécessité vitale que ces photographes puissent montrer leurs bouquins. Un jour, Bernard Pelossus, c'est vrai qu'on se voyait souvent, et il me disait « Mais tu sais, tu devrais publier une petite maquette que j'ai fait qui s'appelle et le voyage est mexicain ». Et puis bon, un jour, il est venu avec sa maquette définitive, que nous présentons d'ailleurs dans l'exposition d'Arles, pour la première fois, cette maquette. Et il est venu avec cette maquette et j'ai dit « Ok, on le fait ». En plus, il me dit « Mais tu sais, ça ne coûterait pas cher, c'est pas à peine de faire un gros livre d'art, un album, on fait un petit carnet, un petit livre à peu près comme il avait conçu, un cahier de voyage. Donc on le sort, et puis le voyage est mexicain, c'est vrai, a eu un succès. À peine il est sorti, je pense que ça correspondait bien à un goût de l'époque pour ce genre de photographie de voyage, c'est-à-dire tous ces photographes dont on parlait tout à l'heure, qui partaient, qui étaient autant un témoignage sur leur voyage que sur eux-mêmes. Un jour, il y a Guy Le Quérel qui est venu avec une maquette complètement finie. Il avait beaucoup travaillé. D'ailleurs, la couverture de son livre représentait un jeu et de loi qu'il avait fait faire par un dessinateur qui s'appelait Barbe à l'époque. Il était venu avec ce livre qui s'appelait « Et quelque part », qui était vraiment presque un témoignage de cette nouvelle photographie et de reportage. Voilà. Et alors, on sentait bien qu'il était en rupture avec Viva, et qui rêvait d'entrer chez Magnum. Et il y avait un peu aussi une querelle avec Cartier et Bresson, qui était dans le jeu et de loi, quoi, qui apparaissait. Voilà. Donc on a sorti ce livre-là avec une expo à contre-jour. Et ce livre-là, finalement, était important aussi parce que c'était... ce livre a témoigné de la nouvelle identité, quand même, et du photojournalisme, de la place du nouveau reportage, un peu. Donc ça m'a permis de faire un lien après avec beaucoup de photographes de cette tendance-là. Un jour, Maurice Coria, qui était à l'époque directeur artistique du magazine Zoom, est venu me voir en me disant « Mais tu sais, il faudrait faire un livre sur Robert et Doisneau. On parlait beaucoup de lui à une époque, on en parlait de Doisneau, mais il n'a pas le livre qu'il mérite, un beau livre, une monographie, et il serait assez d'accord que je fasse une maquette, etc. » Et il me dit « Mais en plus, ça serait formidable de l'imprimer en héliogravure, parce que c'est vrai qu'à l'époque, le procédé de l'héliogravure n'existait plus, ne se faisait plus, se pratiquait plus, à plat. L'héliogravure apportait une espèce de douceur et de velouté, et des noirs et très noirs, et donc 3 secondes d'éternité est sorti. Et ça a été quand même un livre qui a très bien marché, et qui a ouvert à contre-jour un peu une nouvelle voie, puisque après nous avons fait beaucoup d'albums et de photos avec des grands photographes. Lorsqu'on travaillait sur une monographie avec ces photographes-là, c'était très douloureux en fait, parce que ces photographes qui avaient eu leur heure de gloire et tout ça, retournaient vers leur passé, quoi. Et je rencontre pour la première fois Ronnie, ça s'est très bien passé, et on commence à travailler sur ces photos. Donc il fallait aller dans les boîtes, y fouiller. C'était un travail, je crois, qui mentalement créait un effort psychologique. Et c'est vrai qu'un jour, je suis resté 2 jours à Cordes, on a travaillé sur les photos, sur un peu la maquette. Et il m'a pris le bras comme ça quand je suis parti. Il m'a dit « Tu sais Claude, je ne verrai jamais, mon livre est terminé ». Je suis parti de là-bas extrêmement triste, quoi. Je me suis dit « Il est malade, il doit avoir quelque chose, etc. » Bref, son livre est sorti, ça a été un succès énorme. Willy Ronis, après, a eu une deuxième carrière, il est redevenu jeune, beaucoup plus jeune qu'avant. Donc voilà une histoire qui est quand même assez belle. Jean Nossier, c'était un peu la même histoire. Il ne voulait pas publier de livre. Mais quand même, il m'avait envoyé son livre « La photo avec Chien ». Il m'avait marqué une petite dédicace, il l'avait mis pour Claude Nory, gauchistement. Je me souviens toujours de ça, d'ailleurs j'ai le bouquin. Et c'est vrai que dans le travail avec Sief, le fait d'avoir beaucoup étudié Gibson et d'avoir étudié la trilogie gibsonienne, où Gibson mettait ensemble des photos qui n'avaient rien à voir, ou qui n'étaient pas reliées par des thématiques ou par une chronologie, m'a beaucoup influencé. Et on a sorti ce livre-là, imprimé en héliogravure. Je traînais toujours rue Daguerre, qui est prémonitoire quand même.
Et Gilles Pérez habitait pas très loin de là aussi. Et un jour, il se promenait avec Martine et Voyeux au marché Daguerre. On s'est rencontrés, on parlait comme ça. Et puis il m'a dit, mais tu sais, ça serait pas mal qu'on se voit. J'ai peut-être